bienvenue à vous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin dans votre émission Brise d'été. Alors au programme, nous aurons le plaisir de recevoir Kamel Zerdani. Donc il est le président de la Ligue algéroise de natation. Il nous parlera d'un événement phare qui s'est déroulé au mois de juillet et c'est la traversée de la baie d'Alger. Il sera accompagné de la lauréate de cette traversée qui est Chebarka Mejda. Et ensuite, nous parlerons donc des enfants et des sorties. Nous recevrons donc Iman Fetouhi, donc qui a une plateforme qui s'appelle Permakid. Elle nous donnera tous les détails sur cette plateforme. Et nous finirons en musique. Nous aurons le plaisir de recevoir Yanni Aitmed Gillet. Lui, il nous parlera de son actualité. Et comme d'habitude, on commence toujours en musique. Je vous propose d'écouter Méziane Amish, Mona Mona. A rejoint Kamel Zerdani. Oui. Bonjour, ça va, j'ai bien prononcé votre nom. Bienvenue, merci d'être là. Bonjour, je vous remercie de nous avoir accueillis sur votre plateau. Tout le plaisir est pour nous. Donc vous êtes le président de la Ligue algéroise de natation. Oui. Donc un événement phare qui s'est produit au mois de juillet. Donc un événement qui était absent pendant 15 ans. Oui, effectivement, cet événement qui était absent depuis une quinzaine d'années suite à beaucoup de difficultés financières et organisationnelles. Cette année, suite à un sponsor qui nous a permis, sous l'égide de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger et les orientations du Wali d'Alger qui a voulu mettre en évidence la baie de la wilaya d'Alger sur le côté touristique. Et c'est une des plus belles baies internationales. Donc on a pu réaliser cet événement. Cet événement s'est déroulé le 29 juillet au niveau de la plage artificielle de Sablette en allant jusqu'à la nouvelle marina
où est dédié, suite aux orientations du WELI et en commun accord avec le directeur de la jeunesse des sports, une marina qui est dédiée au sport. C'est un espace de rencontre des sportifs avec une distance de 5 km et demi. Donc à ma droite aussi, donc on a la lauréate de cette traversée. Bonjour, chez Barka Mejda. Chez Baraka. Bonjour, merci. Je l'avais dit tout à l'heure en régie, je t'ai dit, ton nom est compliqué. Chez Baraka Mejda. Donc merci d'être là. Tu me recevoir. Tout le plaisir est pour nous. Tu es donc la lauréate, c'est toi qui as gagné cette compétition. Oui. Raconte-nous un petit peu. C'était facile, c'était compliqué. Alors déjà, je suis vraiment heureuse d'avoir pu participer, d'avoir eu la chance de participer à cette compétition. Parce que justement je nage beaucoup en mer et ça faisait quand même pas mal d'années que je nageais plus. Donc je suis contente. Mais après c'est vrai que c'était un parcours qui était un peu difficile parce que après ma participation aux Jeux arabes, je n'ai pas pu m'entraîner. Donc ça a été un peu compliqué pour faire un 5 km. C'est une difficulté qu'il faut surmonter effectivement. Donc la traversée était de combien ? De 5 km, 300, 5 km 500. D'accord. Mais il faut qu'on rappelle que nager en mer et nager en bassin, c'est absolument pas la même chose. Non, pas vraiment. C'est ce qu'on dit très souvent. Oui, c'est vraiment différent. C'est plus difficile de nager en mer ? Oui, parce qu'il y a les vagues, il y a le courant. Il faut aller contre le courant. Il faut savoir vers où va le vent et donc ne pas aller ce sens-là pour pas être emmené. Il y a aussi il y a les vagues. Après, il y a aussi les méduses qui entrent en jeu. Ah, d'accord. Ouais. Oh là là. Il y a plein de facteurs qui font que ça soit beaucoup plus dur de participer dans un championnat où c'est dans la mer que dans une piscine où on a juste notre couloir et on y va, on nage tout droit, on fait un virage et on revient. Effectivement. On reviendra à toi Mejda. Donc, comment s'est passé exactement cet événement ? Hier, quand on a un petit peu parlé, vous m'avez dit que le nombre de participants était de 500. Est-ce que vous avez pu accepter les 500 ? Non, on n'a pas pu accepter les 500. Le nombre était très important. La demande était très importante par rapport aux engagements à cette compétition. C'est dire l'intérêt, c'est dire l'intérêt des athlètes. Et donc oui, l'intérêt des athlètes, mais il y a une autre particularité pour cette compétition, c'est que ce n'est pas seulement les athlètes qui ont le droit de participer. Je vais vous expliquer d'une autre manière. L'aspect de cette compétition, on dira événement, elle a 3 aspects. Un, la réactivation de cet événement qui ne s'est plus organisé depuis plus de 15 ans. Ça, c'est le réactiver et le mettre à jour pour le pérenniser. La deuxième chose, c'est faire que nos athlètes font la compétition en eau libre, parce qu'une des spécialités de la natation, c'est le eau libre. Malheureusement, nous, on n'en fait qu'au niveau des bassins des compétitions. C'est une occasion pour faire le eau libre, et ça, c'est du eau libre. Et la meilleure chose dans cet événement, c'est que ce n'est pas que les athlètes qui ont le droit de participer. Quand je parle d'athlètes affiliés, à leur ligue, il y a d'autres ligues qui sont rentrées en lice, comme les athlètes du subaquatique, les athlètes du triathlon, les athlètes de la natation de divers wilayas limitrophes, mais il y a les corps constitués qui se sont mesurés à nos athlètes. Les athlètes, je dirais les professionnels des forces navales algériennes, de la gendarmerie nationale, de la DGN, Sûreté nationale, de la protection civile qui sont rentrés en lice afin de concurrencer nos athlètes dans ce domaine. Donc c'est une véritable compétition. Hein ? Oui, un véritable challenge. Oui. On dirait plus un challenge parce que tout le monde pratique dans son terrain, dans son milieu, on ne se connaît pas. C'est l'occasion de se mesurer en mer et de savoir chacun ses capacités pour arriver à avoir le titre, bien sûr, être lauréat dans cette compétition. Donc 5 km 300 à peu près de distance pour commencer pour cette année. Oui, pour cette année, on a commencé à faire les 5 km pour limiter. On a limité le nombre de nageurs pour pouvoir maîtriser, parce que, comme vous le savez, afin de réaliser cette compétition, cet événement, il nous fallait premièrement baliser et sécuriser toutes les zones. Il y avait une trentaine de bateaux en mer pour secourir, assister, couvrir, baliser. En tout, pour l'organisation, il y avait plus de 200 personnes qui étaient en amont pour l'organisation. Et 150 participants. Et 150 participants. Donc nous, pour une première, pour avoir le moindre de risque possible, on choisit
de faire cette trajectoire de 5 km 500 à peu près et de mettre en valeur aussi en dehors de la baie d'Alger pour côté touristique. C'est la nouvelle marina qui est dédiée au sport. C'est un espace où je remercie au passage le directeur de la jeunesse et des sports depuis son arrivée à la tête de cette direction où il a fait de telle manière de créer cet espace pour les clubs aquatiques pour qu'ils puissent se rencontrer et s'aider, s'entraider dans ce domaine et se regrouper en une seule famille unie pour la même discipline. C'est quelque chose qui nous a honorés nous aussi et on dirait que pour le futur on va essayer de faire plus, beaucoup plus, aller jusqu'à 10 km puis faire la traversée générale de la baie d'Alger qui est de 16 km. Disons dans une année et demie on va la faire. On a eu cette expérience cette année. Donc 16 km qui est prévu pour peut-être, Inch'Allah, l'année prochaine. Disons 10, après c'est 16. D'accord, on va aller crescendo, doucement, doucement. Voilà, doucement, oui. Très bien. Majda, quant à toi, on a dit que de nager en mer, donc en eau libre et en bassin, ce n'est pas le même. Mais d'abord, on va parler donc de tes distinctions, puisque tu as déjà participé à énormément d'événements. Oui. Donc récemment, j'ai participé aux Jeux arabes. J'ai eu 2 médailles, une argent et une bronze. Sinon, bon, ça faisait 4 ans que je nageais pas avec l'équipe nationale, mais sinon, j'ai déjà participé aux Jeux africains, où j'ai aussi eu des médailles, aux championnats arabes, championnats d'Afrique, championnat du monde junior aussi. Et je me suis qualifiée aux Jeux olympiques en 2016. Bon, j'ai pas pu participer parce que j'avais réalisé le minima B. Donc minima B, c'est un peu plus dur d'y accéder, mais voilà. Et sinon, l'eau libre, c'est la discipline dans laquelle j'aimerais me spécialiser et me qualifier pour les Jeux olympiques. Eh bien, très bien. Dans ce cas, moi, ce que je vous propose, c'est nous avons notre journaliste Walid Yousfi. Il était là donc le mois dernier, il a assisté et c'est lui qui a couvert l'événement. Je vous propose de suivre le sujet de cette compétition et on revient juste après. Ils sont venus des 4 coins de l'Algérie. Dans quelques minutes, ces nageurs traverseront une bonne partie de la baie d'Alger sur une distance de plus de 5 km en nage libre, soit environ 1h30 de traversée. Oui, bien sûr, il faut préparer, même si la compétition se met un peu à la dernière minute. Mais alhamdoulilah, j'étais déjà prête parce que j'ai déjà préparé d'autres compétitions de fond, donc ça va, c'est de ma préparation. Oui, on s'est échauffé, histoire d'avoir un peu de sensation et tout. Inch'Allah, donc on est prêt pour parcourir la distance. Coup de départ, les athlètes se jettent à l'eau. L'objectif ici est surtout de ménager ses forces et de faire le parcours en un minimum de temps. Le programme, il est très simple. On a fait un départ de 5 km 500 pratiquement, un départ de la plage artificielle du Sablette au niveau de la roue géante, et l'arrivée à une nouvelle marina. Cette marina, elle a été destinée par la wilaya d'Alger pour les sports nautiques. Au total, ce sont pas moins de 150 athlètes qui ont participé à cet événement, dont une cinquantaine de femmes. La compétition était rude. Les athlètes ont pu relever le défi, franchir la ligne d'arrivée et aller jusqu'au bout de leurs efforts. Alors, je suis arrivée première en catégorie femmes sur le 5 km et je peux dire que je suis contente parce que ça faisait longtemps que je nageais pas en eau libre. Sauf que bon, le problème c'est qu'il y avait beaucoup de vagues, il y avait beaucoup de courants. C'était très difficile et ça nous a demandé beaucoup d'efforts physiques. Je me suis donné à fond et j'ai pu décrocher la première place dans ma catégorie. L'objectif, c'est que cette discipline retrouve ses lettres de noblesse et aussi inscrire cette opération comme une activité internationale. Après 15 ans d'absence, cette spécialité retrouve peu à peu ses marques sur les côtes algériennes. Les organisateurs prévoient pour la prochaine édition d'augmenter le nombre de participants et de doubler la distance à parcourir par ces challengers. Voilà, c'était un sujet de Walid Yousfi. On a pu voir donc en image cet événement qui s'est déroulé le 29 juillet. Donc on a parlé tout à l'heure, on a dit que quand même c'était un événement difficile à organiser. Oui, effectivement, c'est un événement difficile à effectuer, d'où le partenariat entre plusieurs ligues aquatiques, dont je remercie au passage la Ligue de triathlon, la Ligue de la voile, la Ligue subaquatique, la Ligue canoë-kayak, qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour nous assister.
Aussi, il y a eu la particularité, l'intervention de la direction de la jeunesse et des sports pour avoir les autorisations. Je ne vous cache pas, pour pouvoir nager là, il vous faut les autorisations des gardes-côtes, les autorisations de la wilaya, les autorisations des autorités portuaires, les autorisations des autorités de la DGS. Il y a tellement d'autorisations que pour les réaliser, il nous fallait une assistante de la DGS. Sinon, on n'aurait pas pu avoir ces autorisations pour nager. C'est très compliqué sur le plan administratif. Mais tout a été fait par rapport à la DGS. Puisque l'événement s'est déroulé, ça veut dire que vous avez pu surmonter toutes ces étapes. C'est des étapes quand même qui sont nécessaires. C'est quand même un événement phare. C'est quand même aussi, comme vous avez dit, 150 personnes qui sont en mer et tout. Donc d'où la nécessité de cette vigilance et de cet accompagnement. Oui, même les personnes qui étaient en mer, cette assistance, les personnes, il y avait des jeunes, hein, des hommes et femmes. Mais quand on dit femmes, il y avait des filles de 15 ans. Des garçons de 15 ans qui ont participé avec d'autres, c'est des professionnels. Hein. Et il y a même une fille qui a 16 ans qui a pu prendre une médaille. Elle s'est classée parmi les 10 premières. Hein. Ça, c'est énorme par rapport à d'autres. C'est dire le potentiel que nous avons. Ah oui, le potentiel natatoire qu'on a au niveau de la nation algéroise, c'est les meilleurs athlètes au niveau national qui sont affiliés à la Ligue d'Algéroise. Et c'est les meilleurs clubs d'Algérie qui sont là. Le Mouloudiat d'Alger, l'USMAT d'Alger, l'OCA, Sahel Nautique El Biad, ASPTT, et CRB. C'est des clubs très prestigieux qui sont là, avec des athlètes, avec une potentialité vis-à-vis de la sélection nationale, où le principal réservoir de l'équipe nationale vient des clubs algérois. Le réservoir de l'équipe nationale dans toutes les catégories de Benjamin jusqu'au senior, c'est les clubs d'Alger qui remplissent le réservoir. C'est les résultats qui en parlent eux-mêmes. Et les athlètes qui sont allés dans les compétitions internationales ou défis championnats d'Afrique, championnats, c'est des athlètes, la majorité, ils sont issus de la Ligue d'Alger. Bon, malheureusement, ils ont fermé les bassins précoces le 30 juin, donc ces clubs-là n'ont plus où s'entraîner, ils sont au chômage technique par rapport aux compétitions. Même la dernière compétition qui s'est déroulée, championnat d'Algérie, au 28 juillet, au niveau du bassin du 5 juillet, les clubs n'ont pas pu s'engager par rapport, ils ne s'entraînent pas depuis un mois. Comment engager un athlète de 12 ans et de 13 ans qui ne s'est pas entraîné. Il faut savoir que l'entraînement doit être, on va dire, pratiquement quotidien. C'est vraiment un bicotidien. Bicotidien. D'accord. C'est des athlètes qui font 8 km jour en entraînement. Mais un arrêt subit et d'un seul coup, pendant un mois, c'est engager un athlète. En fait, c'est toute la condition physique que l'on perd. Oui, tout. Donc malheureusement, c'est décevant. Ils n'ont pas pu participer faute d'entraînement. D'accord. Mais je dis donc, c'est ça, tu t'entraînes combien de fois par semaine? On va dire en temps normal, donc avant la fin de la saison. Donc je dirais que je m'entraîne 8 fois par semaine en général, 8 à 9 fois par semaine, sans compter la préparation physique, ça c'est que dans l'eau. Là, avant les Jeux, je m'entraînais, je faisais 5 séances, un repos. Et ensuite, je suis passée à 3 séances, un repos, vu que c'était l'affûtage. Donc, c'est quand on diminue la charge d'entraînement pour être plus rapide dans l'eau. D'accord. On appelle ça l'affûtage. Oui. D'accord. C'est le moment où on a une compétition à préparer ou En fait, il y a la période de charge. Donc, c'est là où on s'entraîne vraiment pratiquement tous les jours en bicotidien. Après arrive 10 jours avant la compétition, une semaine, ça dépend de la personne, ça dépend de son corps, comment il réagit. Moi, personnellement, il me suffit de 5 jours d'affûtage de repos. Je n'ai pas besoin de plus. On a bien vu, puisque quand même, malgré que tu t'es pas entraîné pendant plusieurs jours, tu as quand même raflé la médaille. Donc, tu as raflé la première place de cette compétition, la traversée de la baie d'Alger. Donc, dis-moi, tes projets, qu'est-ce que tu espères pour 2024? Est-ce que tu as des projets en tête? Alors, je vais faire ma préparation de mon côté. Je vous avoue que j'ai pas eu de moyens pour j'ai pas eu des moyens pour faire des stages à l'étranger ou faire des stages même ici.
J'ai pas eu de bourse, donc je prépare tout de mon côté avec mes moyens. J'aurais aimé être aidée. Oui, l'appel est lancé. Espérons que les personnes concernées pourront vous venir en aide. Voilà. Et sinon, mon objectif, bien sûr, comme chaque athlète, c'est de participer aux Jeux Olympiques. Je vais essayer de 2024, les Jeux Olympiques de 2024. Malgré que ces dernières années, j'ai pas pu me préparer comme il se doit. Mais sinon, je pense que mon objectif sur le long terme, ce sera bien évidemment 2028. Ce sera en eau libre, donc sur le 10 km. Mais ça n'empêchera pas que je continuerai à nager en bassin, parce que même si je me spécialise en eau libre, j'aimerais continuer la natation en bassin. Et voilà. D'accord, très bien. Donc un dernier mot juste pour parler de cet événement. Moi, je pense qu'on va avec la collaboration de tout le monde, l'aide de tout le monde. Vu que l'événement, c'était prévu qu'il soit à wilaya, il y a eu la participation de pratiquement une dizaine de wilayas qui sont entrés en lice et qu'on n'a pas pu. Bon, il y a certains qu'on a invités, d'autres qui nous ont demandé. Mais il y a beaucoup d'autres wilayas qui manquaient. Faute de place. Dès qu'on a ouvert, il y a c'est une quinzaine de wilayas qui ont demandé sur le coup, mais vous savez, c'est impossible. Donc, on a choisi ceux qui étaient nos voisins, donc les wilayas limitrophes, Boumerdès, Tipaza, Blida, ceux qui étaient autour. Puis il y a eu l'invitation de la Ligue d'Oran. Bon, vu qu'ils on espère que l'année prochaine, on va la faire à Oran puis à Alger, parce que c'est la deuxième ville qui est spécialisée dans ce domaine-là. Bon, je souhaite qu'on va pérenniser ça et augmenter la distance et le nombre d'athlètes, aller jusqu'à 500 avec plus de kilomètres. Inch'Allah. Et Inch'Allah, est-ce que mon souhait, c'est de mettre à notre disposition, pas les moyens financiers, c'est pas vraiment important par rapport aux moyens matériels, mettre à nos dispositions les bassins du 1er septembre au 15 août comme tous les pays du monde. Ça va nous permettre de travailler et de mettre nos athlètes en valeur et aller vers la compétition, on va aller aux Jeux Olympiques. Et de maintenir tous ces entraînements qu'ils font pendant toute l'année. Oui, c'est ça le plus important. Inch'Allah. Et je vous remercie. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne continuation. J'espère que l'année prochaine, on se reverra et on parlera d'une distance beaucoup plus longue pour la traversée de la baie d'Alger et beaucoup plus de participants. Oui, effectivement, Inch'Allah, on va se revoir l'année prochaine et on va vous inviter sur le terrain. Ça va encore être meilleur. Avec grand plaisir, je serai heureuse d'être là. Je te souhaite en tout cas bonne chance pour les Jeux Olympiques de 2024. J'espère que tu seras là l'année prochaine avec ta médaille, avec tout pleine de distinctions, Inch'Allah. Merci beaucoup, Mejda. Et on continue tout de suite. Je vous propose donc un sujet de Mejda Dahmoun. Elle vous amène pour découvrir quelles sont les destinations les plus prisées en Algérie. On regarde et on revient juste après. Pour cette année, certains inconditionnels de voyage ont jeté leur dévolu sur les villes côtières algériennes, des destinations de plus en plus prisées. Cette année, oui. Cette année, je vais passer ici. Je vais passer les vacances à Moustaganem. Notre pays très très bien et il y a des coins vraiment extraordinaires. Actuellement, je suis en Algérie pour passer mes vacances. Moi, je pars à Béjaïa, Djidjel. J'aime bien l'ouest aussi. On a beaucoup de sites, on a de belles choses ici en Algérie. Mais on ne peut pas en profiter. Je vais malheureusement à l'étranger. La saison estivale s'annonce d'ores et déjà prometteuse. Les agences de tourisme rivalisent de formules alléchantes pour attirer la clientèle. On a reçu beaucoup de diaspora pour visiter l'Algérie, surtout le tourisme balnéaire. Ils sont beaucoup attirés par le tourisme balnéaire. Parce que d'habitude, les diasporas, ils vont en Espagne, ils vont en Tunisie. Cette année, nous avons encore un circuit touristique qui est bien conçu sur Oran, l'ouest d'Algérie. Visiter Tlemcen, la région de Lorette. On va essayer de la cité. On va voir aussi Kanga, Santa Cruz, Mestralem par exemple. Et on va vers toutes les littorales d'Ainti Mouchent. Les prix, ils varient entre 22 000 et 23 000 dinars par personne pour un circuit de 6 jours, 5 nuits. De mes pensions, plus le transport, le guide touristique, l'animation. Et surtout après le Covid, les gens veulent... donc on a reçu beaucoup de gens qui veulent passer leurs vacances ici en Algérie, l'Est, l'Ouest. Et on leur propose des formules, donc qualité-prix. Donc par rapport à leur budget, donc on a des hôtels 3 étoiles, 4 étoiles et même 5 étoiles. Ce que j'ai remarqué cette année,
il y a beaucoup de demandes sur le tourisme local. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de familles qui viennent يحوسوا على des sorties هنا locales avec des prix toujours يحوسوا على les prix bien sûr. Mais عندهم ça veut dire حابين يديكوفريو le tourisme intérieur. Les endroits تاع عين تيموشنت المستغانم أوران سكي كدا بجايا جيجل. On a des hôtels très importants, ils sont classés parmi les meilleurs hôtels en Algérie. Alors que la saison estivale bat son plein, nombre d'Algériens sont toujours en quête du meilleur rapport qualité-prix pour passer leurs vacances. En solo, entre amis ou en famille, l'essentiel est de passer un séjour agréable, de savourer des moments de farniente avec en prime un véritable dépaysement. Mais pas question de se ruiner. Si les touristes locaux sont comblés par la beauté des paysages, il existe cependant certains bémols. C'est un petit peu le prix. Le prix est très cher pour des familles moyennes. À part les prix, il faut un petit peu arranger le service dans l'hôtellerie. L'hôtellerie, le service est un petit peu laisse à désirer. En Algérie, il manque beaucoup de choses. Il manque les hôtels, il manque bon, on a pour le côté le paysage, c'est très beau. Côté service, c'est pas à la hauteur. On aimerait bien passer nos vacances. Il y a une forte communauté algérienne en France, ou là partout dans le monde. Si on arrive à satisfaire juste nos ressortissants algériens vivant à l'étranger, c'est-à-dire au lieu de les rejoindre à l'étranger, ils vont apporter à l'Algérie déjà, parce qu'ils vont ramener des devises. Inch'Allah, الدولة توقف على هذا الإطار هذا تاع السياحة وتحسن surtout les tarifs. Et des fois même les prestations, vous payez le prix fort, mais les prestations ne sont pas à la hauteur malheureusement. Donc c'est ce qui font fuir malheureusement certains Algériens. Mais تحية الجزائر bien sûr. Au niveau des hôtels, il faudra que les prix soient beaucoup plus accessibles qu'actuellement par rapport aux services qu'ils offrent. Et vous allez voir que l'Algérie, ça sera nettement mieux. Pour les professionnels du secteur, le prix et les prestations de services sont des atouts de taille pour promouvoir le tourisme local. Nous avons un problème parce que le tourisme en Algérie, c'est excessivement cher. Il y a des problèmes de tarification hôtelière. Il faudrait revoir tout ça. À mon avis, il faudrait revoir la politique touristique en général. Pour que le tourisme fonctionne convenablement, il faut le tarif d'abord, il faut tenir la formation, il faut la prestation de services. هذا هو le problème qui pose beaucoup. Ça veut dire les familles algériennes يحوسوا على d'autres destinations à l'étranger. On peut étudier les prix, les tarifs pour faire ça veut dire يكون à la portée de tout le monde. وكاين حاجة واحدة أخرى كاين c'est le service et l'accueil et tout. Bon, je voudrais juste lancer un message pour les hôtelleries algériennes pour qu'ils fassent un effort concernant les tarifications. Parce que les tarifs sont excessivement chers. Comme ça, nous, on peut drainer beaucoup de clients, beaucoup des Algériens qui veulent passer leurs vacances en Algérie. Autre défi crucial, booster l'investissement dans ce secteur porteur pour augmenter les capacités d'accueil des touristes tout en tenant compte du volet animation. Le tout est de ne pas négliger les activités culturelles et ludiques pour que ces jours touristiques riment avec ambiance et plaisir. Voilà, de retour sur notre plateau et m'a rejoint Imen Fetouhi. Bonjour. Bonjour Mariam. Comment vas-tu? Ça va très bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors très heureuse de te recevoir. Donc tu es la cofondatrice de Permakit, donc une start-up qui a vu le jour il y a à peu près 2 ans. Oui, exactement. En fait, on est 2 cofondatrices, donc il y a moi, Imen Fetouhi et Safia Wicher. On a eu l'idée il y a 2 ans de ça de créer une entreprise pour les enfants. Ça a commencé comme ça et bon, c'était dans la période de Covid, donc c'était aussi la coupure du contact avec l'extérieur. Et ce besoin d'être en contact avec la nature et spécialement en ville, là où les enfants ont un rythme
un rythme entre école et maison. Voilà, plus trop l'occasion de sortir jouer dehors, ni d'être en contact avec ce qui les entoure. Et on a eu un appel à candidature pour être incubé, donc au Centre algérien d'entrepreneuriat social, qui est un incubateur spécialisé dans l'entrepreneuriat social et solidaire. D'accord. Donc l'entreprise a d'abord un impact social et solidaire qui est de permettre aux enfants d'apprendre dans la nature et de la nature. Très bien. Donc en fait le principe c'est de sortir ces enfants de la ville, on va dire de cet environnement bétonné vers la nature. Vers la nature, exactement. Nous faisons, l'idée aussi c'est qu'on fait partie de cette nature. On est un ensemble, on est un tout, donc ce contact est vital. Que ce soit pour les petits ou pour les grands. Pour les grands, nous aussi on en a besoin de sortir, de s'évader, d'aller respirer un peu l'air des forêts, de sentir la terre mouillée, tout ça. C'est vrai qu'on a de moins en moins l'occasion de pouvoir vivre ça. Oui, c'est un besoin aussi, mais c'est aussi libérer tout l'aspect sensoriel aussi, donc sentir les choses, les toucher, les voir par soi-même, au lieu de les apprendre que sur des livres. Aussi. C'est vrai, voilà. On les voit en images. Voilà, on les touche, on les découvre, on les expérimente aussi. Et on libère aussi toute la partie créativité. C'est-à-dire que l'enfant, dès qu'on le met dans un environnement où il n'y a pas de barrière, déjà, où il peut explorer les arbres, il peut toucher à la terre, il peut par lui-même apprendre et aussi créer des choses avec des choses toutes simples, donc du land art. Coopérer avec le groupe aussi, parce qu'il n'y a pas de limite d'âge non plus. Nous prenons des enfants de 4 à 12 ans, donc les plus âgés sont là pour accompagner les plus jeunes, pour transmettre des choses, transmettre des jeux auxquels on jouait nous avant. Aussi dans les rues, voilà, des jeux tout simples. Jouer à la marelle, jouer à la corde à sauter, donc tout ce genre de petits jeux qui tissent aussi des liens entre les enfants. Ils tissent des liens très rapidement, ils retrouvent des centres d'intérêt et découvrent aussi des choses pour la première fois. On a eu des enfants qui ne sont jamais grimpés à un arbre. Voilà, pour cueillir des fruits, et on le sait tous, hein, ce goût particulier du fruit qu'on cueille, qui est à maturité, même qui n'est pas à maturité. S'il est un peu encore acide, c'est bon. C'est vrai, effectivement. Donc comment on va dire, on perçut les choses des parents en fait, Alors le besoin déjà existait. Le besoin existait. Les parents sont à la recherche de sorties ou d'activités. Donc pour leurs enfants, à proximité de la ville, parce que toute la semaine, la ville est encombrée. Donc on passe beaucoup de temps sur les routes. Donc le week-end, quand on programme des sorties week-end ou sinon au niveau des écoles, quand on intervient au niveau des écoles, les parents recherchent, donc je disais, des lieux pas très loin de la ville, et des lieux sécurisés et des lieux propres où l'encadrement est là, et au rendez-vous, où leur enfant peut s'épanouir de différentes manières. C'est aussi laisser libre cours à cet enfant, l'imagination de cet enfant, donc le laisser surtout, donc comme vous avez dit tout à l'heure, comme tu l'as dit, c'est le laisser découvrir de lui-même, peut-être même goûter, pourquoi pas, donc au moins savoir quel goût ça a, que ce soit une petite branche d'arbre ou une feuille. Les graines. Oui, les graines aussi. Alors voilà, quand on leur parle des graines, parce qu'on a des activités aussi autour de la plantation, c'est-à-dire semer des graines, les suivre pendant toute une saison. C'est ce que vous faites aussi au niveau des écoles, donc vous intervenez, Permaculture intervient au niveau des écoles? Oui, nous intervenons aussi au niveau des écoles, donc on aménage des jardins potagers pédagogiques. D'accord. Et c'est un jardin potager qui est évolutif au gré des saisons et au gré du rythme de l'enfant. L'enfant est là, il démarre la plantation. Et c'est les enfants qui suivent toute la, on va dire toute la procédure, de planter la graine. Donc ils sont là à semer leurs graines. Ils découvrent les plants quand ils commencent à sortir, donc c'est une vraie découverte pour eux. Ils suivent la floraison, ensuite le légume ou le fruit quand il arrive.
et jusqu'à déguster ses propres légumes cultivés pour le déjeuner ou pour une collation. Et je disais que les enfants ont cette curiosité encore quand on leur propose donc toutes les graines qu'ils vont semer, parce qu'ils font le choix aussi, ils font le choix de planter eux-mêmes. Ils vont, ils touchent d'abord et ensuite ils goûtent. Bah oui. il faut que ça passe par la bouche pour savoir. Et c'est aussi découvrir, ça veut dire qu'on leur fait sentir ça et on leur dit c'est quel légume, à quoi ça vous fait penser, ça a quelle forme. Et en plus c'est tellement différent. Les graines sont tellement différentes du légume final ou du fruit. Exactement, c'est très difficile de deviner, d'après une graine. Donc sauf peut-être le lentilles. Et encore, c'est quand on le voit dans la cosse, c'est pas évident de savoir que c'est des lentilles. C'est des lentilles. Et à travers ça, on est déjà sur une consommation saine, une production saine et une consommation saine. C'est le message qu'on essaie de transmettre. C'est connaître les légumes de saison, donc consommer de saison. C'est important de se connaître les légumes des saisons, parce qu'il faut savoir que même les adultes ont perdu un petit peu, ont perdu le fil. On ne sait plus quels légumes poussent en hiver, en été. Exactement. Maintenant sur les étalages, tout est présent. Voilà. Donc on ne sait plus quand consommer quoi, alors que la nature fait très bien les choses. Donc on aura des légumes gorgés de vitamine C et D en hiver. Au moment où le corps en a plus besoin. En été, on aura des fruits gorgés d'eau au moment où on en a plus besoin. Et quand l'homme intervient, il perturbe un peu ce rythme-là. De temps en temps, on fait des bonnes choses, mais des fois, on passe un peu à côté. Et ça, il faut le savoir que c'est au niveau mondial que cette mauvaise façon de s'alimenter est devenue un problème récurrent dans le monde entier. Oui. Alors, aux côtés aussi de cette éducation à l'alimentation, on va dire, c'est aussi que l'enfant est indépendant sur ses choix aussi. C'est une autonomie à l'alimentation, ça veut dire une fois qu'il sait ce qu'il doit manger, il va faire le choix. Il va apprécier aussi différemment, parce que les enfants ont souvent du mal à manger des légumes. Manger. Oui, je confirme. Manger des légumes, mais si c'est leur faire manger surtout les petits pois, c'est vraiment c'est un exploit si on réussit à faire manger des petits pois à des enfants. Eh bien, ils le mangent très facilement, mais sauf quand c'est eux qui l'ont planté. Oui, les fèves aussi. C'est vrai. C'est vrai que c'est différent parce que plus difficile. Donc là, ils sont conscients de ce que produit la terre, du temps qu'il faut attendre aussi pour que ça pousse, et donc il n'y aura plus de gaspillage aussi à côté, parce que c'est quelque chose, ils se sont donné du mal. Voilà, beaucoup de temps qu'ils ont passé, de la peine et tout, donc ça a beaucoup plus de valeur à leurs yeux. Oui, donc aux côtés de cette alimentation saine qu'ils peuvent apprendre très jeune, voilà, il faut pas s'en faire, à 3-4 ans l'enfant déjà peut comprendre. Déjà ils aiment ça. Oui, ils aiment ça, ils s'intéressent à ça. On a aussi tout le côté consommation réduction de déchets. Donc c'est un peu le principe des 3 R qu'on essaye aussi de transmettre aux enfants. Donc c'est réduire les déchets, les réutiliser et recycler. On a la possibilité de faire ça au quotidien, que ce soit pour la consommation énergétique. On sait que avec les changements climatiques, la sécheresse, donc l'eau va se faire de plus en plus rare. L'exploitation des énergies fossiles aussi est polluante, donc réduire cette consommation-là. Et c'est avec des petits gestes tout simples au quotidien qu'on essaie de transmettre, de leur faire prendre conscience. Un éco-citoyen, donc déjà vous faites germer des éco-citoyens pour le futur, pour demain. Et il faut pas sous-estimer les enfants. Pas du tout. Parce que c'est un très bon vecteur de transmission. Oui. Donc le message passe aussi aux parents. Oui, très souvent, des fois, les enfants nous font quelques petites remarques ou quelques petites réflexions auxquelles on ne s'entend pas, on ne s'attend pas. Et surtout, on se dit quand même qu'ils sont conscients de ce qui se passe autour d'eux. Et même aussi, on va dire, il faut savoir qu'ils sont très médias maintenant. Ils sont tous connectés et ils ont cette espèce de conscience. Donc les informations se transmettent et donc on a des enfants beaucoup plus conscients. Oui, donc un éco-citoyen, c'est un citoyen qui prendra soin de la nature, de sa cité, de sa ville, de son pays. Et c'est grâce à certaines valeurs aussi qu'on partage avec eux. Donc pour Permaculture, il y a Permaculture,
qui est une culture permanente et qui a comme éthique prendre soin de l'humain, prendre soin du vivant et le partage équitable des ressources. Très bien. Voilà. Donc de très très belles valeurs à transmettre Oui. et à perpétuer. Iman, je voulais te poser aussi une question. Donc, mis à part cet accompagnement que vous faites, on va dire au niveau des sorties, des écoles et tout, mais vous avez aussi, on va dire, un endroit pour les enfants à besoins spécifiques ou les autistes peut-être. D'accord, oui, oui. Alors déjà cette année on a eu plusieurs activités. Au fait, on intervient déjà avec l'Association nationale de l'autisme, donc ANA, qui est en train de mettre en place ou d'aménager une forêt au niveau du Télémli. Le projet s'appelle l'Oasis de l'espoir. Très bien. C'est pas le parc Tifrati à Télémli? Au fait, c'est juste au-dessus du parc Beyrouth. Très bien. Une petite forêt qui est exploitée par l'association. Donc, c'est pour permettre aux enfants autistes à besoins spécifiques et leurs parents aussi, qui ont besoin d'un espace, d'une prise en charge, pour s'exprimer, pour être en contact avec la nature. Ils pourront même pratiquer de l'équitation avec un cheval. Et nous, ce qu'on a proposé cette année, c'est de former les mamans. Voilà. J'imagine que ça a dû être... l'idée a dû être la bienvenue. Ah oui, c'est une bouffée d'air. C'était pratiquement tous les vendredis après Ramadan, donc le mois d'avril, mai et juin. C'était une bouffée d'air pour elles, se retrouver dans une forêt et démarrer un jardin potager aussi. Donc on est sur de l'agriculture urbaine. Sans nourrir aussi, donc aussi planter ses légumes. Et aux côtés des planches dans lesquelles ils ont planté, il y a eu aussi une spirale aromatique. Donc des plantes, ça doit sentir bon. Ça sent très bon. Et c'est fleuri en plus. Donc c'est des plantes aromatiques et des plantes médicinales. Donc ça permet de prendre une petite pause, de soigner ses petits bobos aussi. Oui, effectivement. Comme par exemple la sauge, on dit qu'il y a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Donc on a mis de la sauge justement, de la lavande, du romarin, du thym, de la santoline et tout ce qui peut nous faire du bien au quotidien. Très bien. En fait, des projets, Permakit, des projets encore peut-être des jardins potagers urbains? Oui. On va pas s'arrêter. On va pas s'arrêter là. C'est clair, quand on commence, après, on va tout de suite un peu plus grand, c'est normal. Exactement. Donc, le projet actuel d'agriculture urbaine aimerait tester ça sur différents espaces de la ville. Donc, on a eu une terrasse sur notre incubateur d'ailleurs, là où on était à Axe, donc pour permettre aux nouveaux entrepreneurs d'avoir cette petite pause, d'avoir ce petit espace en ville. Voilà, c'est carrément au boulevard Mohamed V aussi, donc en pleine ville, un citronnier, des petits aromates, des fleurs. Donc on peut se couper comme ça, sortir du brouhaha de la ville, prendre un petit thé ou une petite tisane. Oui, inviter aussi la biodiversité. C'est-à-dire tout de suite, il y aura des abeilles qui vont arriver, des papillons, des coccinelles. Je confirme. Je vais te raconter ça. Donc en fait, j'ai quelques petits pots de fleurs à la maison où j'ai planté quelques aromates et tout. Ce qui a poussé, c'est que le pissenlit a poussé. Donc normalement, c'est censé être une herbe, mauvaise herbe. Sauf qu'avec moi, il n'y a pas de mauvaise herbe. Donc je l'ai laissé. Et franchement, ça m'a attiré des abeilles quand il n'y avait presque plus rien, quand le printemps est passé. Donc le pissenlit a continué à fleurir. Et ça a attiré tous les matins toutes sortes de petites abeilles. Il y avait même des petites. Donc j'étais contente, j'étais toute fière. Je me dis, je fais un petit geste à mon niveau. Pour la nature, oui. On a pas mal de surprises comme ça. Il y a aussi du pourpier qui pousse spontanément, c'est qui est une plante très bonne aussi. Excellente, tout à fait, le pourpier, oui. Tout le monde l'a consommé même avant, ça veut dire quand on va sur les parties sauvages, on peut retrouver toutes ces plantes-là. C'est aussi ça qu'on essaie de partager ou de transmettre. Ça veut dire que la nature nous donne tellement de choses. On peut revenir vers des consommations de plantes, d'herbes, quelque chose de naturel et de sain. Donc pour l'aventure d'agriculture urbaine, on aimerait bien aller aussi sur des cités
des cités voilà, pour attirer plus de biodiversité et de nature et aller vers des jardins aussi, des jardins potagers de l'agriculture urbaine qui peut voilà, créer des liens aussi. Ça permet de sociabiliser, donc les voisins peuvent aller vers un projet ensemble, planter ensemble, voilà, récolter et penser à leur cité. Voilà, il y a vraiment un regain d'intérêt et aussi certaines actions qui se sont faites puisqu'on a déjà reçu Imen sur ce plateau, donc comme ça des habitants de cités qui ont aménagé carrément des jardins potagers en pleine ville. Voilà. Donc un dernier mot Imen à propos de Permakid. Voilà, je voulais juste parler de nos activités du mois de juillet, justement. Donc on a bien profité de l'été. Comme je disais, donc, on faisait découvrir aux enfants pendant l'année différents écosystèmes. Donc on a fait forêt avec une plantation d'arbres, on a fait les jardins urbains, même le musée pour enfants, on a eu des activités. Et l'écosystème marin est très important aussi. Donc pour mieux protéger cette mer qui nous donne tellement de belles choses, il faut aller vers elle et la connaître. Donc on a eu une semaine, un summer camp, donc un camp d'été, où les enfants ont eu donc un contact, découverte de l'écosystème marin, de sa faune, de sa flore et du patrimoine aussi, parce que ça s'est passé au niveau de la Pérouse et il y a un fort turc. Ah oui, les enfants ont pu le visiter, ont pu découvrir une partie de notre histoire. Et fabriquer des choses aussi. Ils ont eu droit à l'argile pour façonner. On a fait aussi du recyclage, donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, donc c'était un peu ça. Et du coup, le dernier mot. Moi je te dirais bonne continuation, Imen. Voilà, donc beaucoup de belles choses encore, beaucoup de beaux projets que vous pourrez mettre en place. Merci beaucoup, Imen. Merci beaucoup. Et longue vie à Permakid. Merci beaucoup. Et on continue. Je vous propose tout de suite d'écouter une chanson de Lounis Ait Mguillet. On reste toujours en musique puisque j'ai le plaisir de recevoir Yanni Ait Mguillet. Bonjour Yanni, merci Comment pour vas-tu? l'invitation. Très bien, merci. Bien. Et toi? Tranquille. Heureux d'être là. Nous aussi, on est très heureux de te recevoir dans ce beau décor. Comme tu vois, il fait frais, il fait beau. Donc Yanni, tu es musicien-interprète. Voilà, alors c'est Yanni Ait Mguillet d'Alger. Je suis musicien guitariste, mais je joue aussi du mandol. Mais généralement, je joue du shabi, de la musique andalouse, du hausi. Et comment dire, pas que ça en fait. Je joue aussi du jazz manouche de Django Reinhardt à la guitare. Et en fait, j'essaye juste de répondre présent avec l'art et la manière
Quand on nous sollicite dans des concerts, spectacles, enregistrements, quoi aussi, émissions télé. Émission télé. Voilà. Écoute, nous on est très heureux que tu sois là. On veut mettre en avant ce que tu fais. Très et bien, Dieu sait que tu es doué. Mais raconte-nous un petit peu, comment est-ce que tu es arrivé à la musique? En fait, depuis tout jeune, mon père m'a initié à la guitare déjà. On écoute beaucoup de musique à la maison. Voilà, Quel genre de musique? C'est varié ou Oui, très varié en fait. On va de Amar Zahi à Herbie Hancock par Ah exemple. d'accord. Ça va, la transition elle se fait entre... Non, en fait, c'est juste... il suffit d'écouter beaucoup de musique. Effectivement. Bon, après, j'ai fait aussi des associations andalouses, le conservatoire. Mais le gros du travail, en fait, on le fait tout seul à la maison, en travaillant. C'est des heures et des heures de travail. Voilà, d'entraînement, il n'y a pas de secret. Hein, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Une bonne maîtrise d'un instrument, c'est des heures et des heures d'entraînement. Voilà. Tout simple. Alors Yanni, parle-nous un petit peu de tes dernières activités. Qu'est-ce que tu as fait dernièrement? Alors, comme je disais tout à l'heure, je joue fréquemment dans des spectacles de musique andalouse, de Shabi, avec Manal Gharbi, Lamia Tamara, Shaou, etc. Donc tu te produis avec eux, tu les accompagnes sur scène? Voilà, c'est ça, on me sollicite et je disais, j'essaie de faire ça. Quelle est ta dernière scène avec Manal Gharbi? Qu'est-ce que vous avez fait Je dernièrement? pense que c'était pendant le mois de Ramadan. On avait fait une tournée, on avait joué ici sur Alger, Oran, Constantine, Tizi Ouzou. D'accord. Et c'était magnifique comme expérience. J'imagine. On la salue, on salue tous ces musiciens qui ont égayé donc, nos soirées de Ramadan. Voilà. Tu veux bien nous interpréter quelque chose? Avec plaisir. Okay. Alors on va commencer par la mandole. Le mandole, allez, voilà. Zou pour le mandole. Merci. Je pense que c'est très beau. Dis-moi, tu aimes les fusions, tu t'intéresses aux fusions, tu aimes cette espèce de mélange? Oui, beaucoup. En fait, comme je ne chante pas beaucoup, j'essaie d'interpréter les morceaux du patrimoine algérien, juste en instrumental. Et pour faire ça, en fait, il faut beaucoup de technique, il faut beaucoup de recherche, il faut mettre de l'harmonie dans la musique. Et en fait, il ne faut pas jouer que le solo. Là, je suis tout seul. Oui. Et généralement, je suis accompagné d'amis musiciens, pianistes, guitaristes, etc. Et donc, on se partage le travail. Mais c'est comme ça. Il y a l'accompagnateur, le soliste. Voilà, en fait, c'est un travail de groupe qu'on fait. Vous pouvez voir sur les réseaux, on a des morceaux qu'on a interprétés. En fait, voilà, on essaye de faire une harmonie complexe pour les morceaux, sans pour autant changer, dénaturaliser les morceaux. Dénaturer le morceau, voilà, le morceau original. Quels sont les styles que tu préfères? En fait, j'ai bien dit, j'aime bien le shabi algérien parce que j'ai passé toute mon enfance à écouter les fêtes de Amar Zahi, etc., Galwabi aussi. Et aussi, je suis un peu porté sur le jazz. Il y en a tellement d'artistes. Oui, il y a beaucoup. Voilà. Effectivement, mais j'aime beaucoup plus le jazz manouche en fait, de Django Reinhardt. Et en fait, pas que ça. On peut fusionner entre le jazz classique, bebop et le jazz manouche sans problème.
Ah, très bien. Voilà. Dis-moi donc, dans ton milieu, étant donné que tu as un petit peu, on va dire, ce style-là, quels sont les artistes qui te sollicitent le plus? J'ai dit tout à l'heure, en fait, c'était Manel, je joue beaucoup avec elle, la Mia Tamara récemment. En fait, c'est à chaque fois, dans des fêtes de mariage par exemple aussi, récemment j'ai joué avec Mounia Chatal, vous connaissez sûrement. Voilà, c'est un peu ça. En fait, ça change chaque année, j'ai joué en fait avec une trentaine d'artistes, donc je ne sais pas, c'est large, voilà. Ah, très bien, très bien. Alors peut-être, dis-moi, tes projets, qu'est-ce que tu as des petits projets en tête, des idées Oui, sûrement. En fait, là, en ce moment, j'ai pas de travaux en cours. En fait, c'est un peu délicat de trouver les moyens pour enregistrer. Oui. Donc les studios, le groupe les studios, aussi. Le groupe, en fait, il est là. Le groupe, vous y êtes, ça y est? Oui, on est là. On a des chanteurs, on a des musiciens très talentueux. Peut-être que vous allez découvrir dans pas longtemps si on se lance dans un truc. Dans peut-être un album ou un album, peut-être, oui. Mais en fait, l'idée, c'est toujours ça, c'est d'interpréter des morceaux bien, de faire passer le message. Et voilà. Mais toujours, tu insistes toujours sur garder le patrimoine, toujours avoir cette touche bien sûr. Du patrimoine algérien. Bien sûr, avec la touche du patrimoine algérien. Et voilà, pourvu que ça soit beau. C'est clair, en tout cas c'est très beau. Yanni, je vais te demander de nous interpréter cette fois-ci un morceau un peu plus long, parce que tout à l'heure c'était un peu court. Hein. On en veut encore un peu plus. Ok, d'accord. En fait, je vais changer là, je vais jouer à la guitare. En fait, comme je parlais de jazz manouche, je vais essayer de jouer un petit truc. Ça va être pas très long, mais voilà. Voilà, merci. Très beau, franchement tu nous as... Merci beaucoup. Tu as commencé à nous amener très loin. Tu aurais continué. Très bien, merci. Voilà, on aurait pris le comme il n'y a pas d'accompagnement et tout, je pourrais pas jouer des solos comme ça. Franchement, même aussi la guitare sèche. C'est ça, c'est une guitare sèche? Ouais, c'est une guitare nylon. Donc c'est beau aussi la sonorité, ton jeu aussi. Merci franchement, c'est un réel plaisir. Moi aussi. Yanni, dis-moi, alors un dernier mot avant de nous quitter. En fait, j'espère qu'on sera toujours là, présent avec vous. Et voilà, s'il y a de futurs projets, je n'hésiterai pas à venir vous voir. Avec grand plaisir. Toi aussi, le jour où tu as une actualité, quelque chose qui va démarrer ou qui est fait, franchement, tu es le bienvenu. Merci beaucoup, ça m'a fait Tu es le vraiment bienvenu plaisir. chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Et moi, je vous propose donc de nous quitter en musique. Tu veux bien, Yanni, finir en musique avec nous? Merci beaucoup. Merci et restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Merci.